ou caméra, là, elle pourra faire son possible là, de son côté pour regarder ça avec vous. Donc, je vous invite à la contacter via le chat s'il y a quoi que ce soit. Sinon, je vous invite à garder vos questions pour la fin. Donc, si ça va permettre en fait un roulement là, vraiment plus facile pour le webinaire, pour toute la durée du webinaire. Donc, j'ai prévu là, à peu près 10 minutes à la toute fin. Si on est capable, si je suis capable d'aller assez rapidement, 15 minutes, ben, tant mieux. Donc, on verra là, à quelle heure on terminera. Et puis, donc, c'est ça. Pour le chat, on va le garder pour les soucis techniques. S'il y a quoi que ce soit, écrivez à ma collègue Justine. Et sinon, les questions, on les garde pour la fin. Je vous informe que le webinaire est enregistré donc pour des fins d'utilisation futures et aussi pour vous, à la fin de la rencontre, vous y aurez accès. Donc, je me tenais quand même de vous informer là, que le webinaire allait être enregistré. Maintenant, un point vraiment important, peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui sont dans la même situation que moi actuellement. À Québec, les écoles sont fermées, alors j'ai des enfants, des jeunes enfants à la maison, en école à distance actuellement. Ça se peut que vous entendiez des bruits de fond, ça se peut qu'on voit des petites souris entrer dans mon bureau. Ils sont avertis, là, c'est supposé bien se passer, mais je préférais quand même vous en aviser. Donc, ce matin, on va parler ensemble du concours, l'ouverture du concours de bourse pour l'année 2021-2022 pour les élèves qui entreront en formation à l'automne 2022. Donc, comme vous le savez, ce qui peut porter un peu à confusion, là, quand on parle des bourses, on est tout le temps un peu sur 3 années en même temps. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas des élèves qui ont déposé leur candidature pour le concours 2019-2020 et qui devaient entrer en formation à l'automne 2020. Forcément, on a reporté ces élèves-là là, dû à la fermeture de la frontière. Donc, on a quelques élèves là, qui entrent depuis le début de l'hiver en formation. On ne parlera pas non plus du concours passé, donc 2020-2021, pour les élèves. Je suis venue à bout, ça a pris un temps. J'ai entendu, je m'excuse, je n'ai pas entendu. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, que j'avais oublié de fermer mon micro. Ah, c'est correct, parfait. Bien, merci, ça me permet, j'ai oublié de dire aussi si vous pouvez tous fermer vos micros, mais vous êtes bons, vous êtes habitués, vous l'avez tous déjà fait de toute façon. Donc, où en étais-je pour, c'est ça, on ne parlera pas du concours 2019-2020 ni 2020-2021 pour les élèves qui vont entrer en formation à l'automne 2021 et qui sont actuellement en démarche d'immigration. On va vraiment se concentrer sur l'ouverture du concours, donc celui qui est ouvert depuis le 6 avril pour des élèves qui entreront à l'automne 2022 en formation. Évidemment, j'en profite quand même pour vous parler là, de certains points, des questions qui reviennent souvent. Donc, je vais quand même en traiter là, au fil de la présentation là, pour répondre à certaines questions qu'il y aura dans tous les cas. Alors, vous êtes prêts? J'espère que oui. J'y vais. Je vais juste enlever ma mise en évidence pour que vous voyez le webinaire en plus gros plan et prendre une petite gorgée d'eau. Parce que je parle beaucoup, alors je dois me forcer à m'arrêter parfois. Alors, je vous présente rapidement l'ordre du jour. Donc, premièrement, on va regarder ce qu'est le programme, quels sont les programmes de bourse, en fait, ce qu'ils sont, ce qu'ils comportent. On parlera rapidement du calendrier, des modalités de participation des centres de services scolaires, les modalités de participation des candidats, ainsi que les responsabilités des centres de formation professionnelle et centres de services scolaires. Voilà. Maintenant, quels sont les programmes? Donc, comme vous le savez probablement, les programmes de bourse d'excellence sont financés par le ministère de l'Éducation du Québec et c'est Éducation internationale, en fait, plus précisément, le service de Québec Métiers d'avenir qui est mandaté pour la gestion de ce programme-là. Donc, basé sur le contrat de service qui est signé avec le ministère de l'Éducation du Québec et les normes de service. Donc, nous, on est mandaté pour gérer le programme. Alors, les objectifs de ces programmes de bourse-là, évidemment, c'est soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle, offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle, hein, les candidatures excellentes, pour pouvoir venir étudier en FP au Québec et favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. Je vous présente rapidement les régions priorisées. Donc, premièrement, le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord du Québec, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches et le centre du Québec.
Ces régions-là sont priorisées par le ministère de l'Éducation du Québec, mais ça ne veut pas dire en aucun cas que les autres régions ne peuvent pas recevoir d'élèves récipiendaires d'une bourse d'excellence ou d'une exemption. Évidemment, nous, au moment de la sélection finale, on se doit de respecter un certain pourcentage d'élèves qui seront dirigés vers ces régions priorisées-là. Mais ce n'est pas exclu du tout qu'une autre région reçoive des élèves boursiers. D'ailleurs, il y en a peut-être d'entre vous qui ne faites pas partie d'une de ces régions-là, qui avaient déjà dans le passé reçu des élèves là, boursiers ou exemptés au sein de vos établissements. Donc, ça n'exclut pas du tout les autres régions. Maintenant, il y a aussi une liste de formations priorisées que je ne vous divulgue pas ce matin. Ce n'est pas qu'elle est cachée du tout. Elle est dans le guide, elle est dans vos outils. C'est juste qu'elle est trop exhaustive. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. La liste de formations priorisées était plus courte auparavant. Et puis, suite à de nombreuses représentations au niveau du ministère, bien, on a eu une réponse positive, en fait. Puis, la liste des formations priorisées s'est allongée. Donc, énormément, un grand nombre des formations font partie des formations priorisées maintenant. Donc, c'est pour ça que je ne vous la présente pas là, ce matin, mais vous y avez accès. Là, elle est très longue maintenant. Alors, on va regarder ensemble maintenant qu'est-ce que comprend la bourse, qu'est-ce que comprend l'exemption, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. C'est souvent des questions qu'on a. Et puis, la distinction, quand on ne connaît pas vraiment le programme, la distinction entre les deux, bourses d'excellence et exemption, ça peut être un petit peu ambigu. Donc, je vous présente ça ce matin. Les inclusions d'une bourse d'excellence. Donc, si un élève est récipiendaire d'une bourse, premièrement, il va bénéficier de l'exemption des droits de scolarité qui s'applique aux élèves internationaux. Il aura également une bourse qui varie entre 14 000 et 26 600 $. Ça dépend de la durée de la formation choisie et ça va lui permettre de couvrir les frais de subsistance pendant toute la durée de sa formation. 14 000, je vous explique là, les montants rapidement. 14 000 va correspondre à une formation de 900 heures, alors que 26 600 va correspondre à une formation de 1800 heures et plus. Donc, c'est pour ça que si on a un élève qui est récipiendaire d'une bourse pour une formation en soutien informatique, bien, de 1800 heures, comme vous le savez, bien, il aura droit à la bourse d'excellence de 26 600, qui correspond au nombre d'heures de sa formation. Troisième point vraiment intéressant pour les élèves boursiers, ils sont admissibles à la couverture médicale offerte par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Je vous en parle un petit peu plus loin aussi dans la présentation. Donc ça, c'est les trois éléments là, vraiment importants de la bourse d'excellence. Et quand l'élève est récipiendaire d'une bourse, évidemment, c'est comme s'il gagne à la loto. Là. Il a la totale. Alors, au niveau de l'exemption, maintenant, le seul point qui est inclus dans l'exemption des droits de scolarité, c'est son exemption des droits. Donc, comme un élève français, là, il sera exempté de payer ses droits de scolarité. Et pour vous donner une idée, en fait, une idée de grandeur, là, au niveau des bourses et des exemptions, l'an dernier, on a eu autour de 1200 candidatures qui ont été déposées entre complètes et incomplètes. Là. De mémoire, 6, 7, 800 là, qui étaient complètes. Et sur ce total-là de 1200 candidatures qui ont été déposées, on a été en mesure d'octroyer 59 bourses et 6 exemptions, basées sur un budget de 1 500 000. OK? La base du budget est de 700 000. Puis l'année passée, très bonne nouvelle pour nous et pour les élèves, on a été en mesure de doubler puisqu'on a pu récupérer des sommes qui n'ont pas été déboursées dans les années passées. Donc ça, c'était vraiment peut-être une année exceptionnelle. C'est sûr qu'on espère que ça revienne, là, mais la base du budget est à 700 000. Mais à cause du 1 500 000, c'est pour ça qu'on est en mesure de rendre récipiendaires 59 élèves boursiers et 6 exemptés. Rapidement, au niveau des exemptions, nous, on est en mesure d'avoir 20 exemptions perpétuelles. Donc, on parle des élèves qui ont déjà débuté leur formation, d'autres élèves qui entrent, on a comme un calendrier, un tableau de 20 exemptions perpétuelles. Donc, certains qui sont en formation, d'autres vont terminer, puis tout ça doit s'emboîter pour pas qu'on ait plus de 20 élèves exemptés en formation en même temps. C'est pour ça qu'on est arrivé au total de 6 élèves exemptés là, pour le dernier concours, les dernières annonces qu'on a faites. Donc, je voulais quand même vous donner une idée de grandeur. Au niveau des éléments qui ne sont pas inclus pour ce qui est de la bourse d'excellence, évidemment, le coût des démarches d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada, l'assurance médicale privée qu'il faut contracter avant l'entrée en vigueur de la couverture RAMQ, parce que la RAMQ, ce n'est pas automatique. Je vais vous le présenter là, tout à l'heure. Et les frais afférents à la formation.
Ce qui n'est pas inclus au niveau de l'exemption, évidemment, la bourse, la couverture médicale, le coût des démarches d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada et les frais afférents à la formation. Je me permets de m'arrêter un petit instant sur les frais afférents liés à la formation. Si certains d'entre vous, certains centres de services scolaires font affaire avec nos services pour Québec Métiers d'avenir, donc pour les élèves en accompagnement en formation professionnelle, et que notre service, Québec Métiers d'avenir, facture les frais afférents pour vos élèves, c'est une chose. Pour les bourses, c'est complètement autre chose. Le fonctionnement est différent et c'est toujours la responsabilité du centre de service scolaire de facturer ces frais afférents-là à l'élève qui est boursier ou exempté. Ça, c'est une question aussi qui revient quand même souvent, puis qu'effectivement, si vous avez l'habitude de travailler avec Québec Métiers d'avenir, bien, on sort un peu du cadre, là, le fonctionnement est différent. Mais encore là, c'est toutes des informations qui sont accessibles dans le guide que je vais pas vous présenter le guide au complet, mais je vais vous montrer là, où aller trouver tous les outils dans quelques diapos. La capacité financière, je finis rapidement avec ce point-là. Donc, c'est nous, comme organisation, qui avons déterminé la capacité financière minimale requise pour un boursier. Quelqu'un qui dépose une candidature uniquement pour la bourse, il aura approuvé un minimum de 3 000 $ canadiens et ces 3 000-là vont correspondre à les frais afférents de la formation, le billet d'avion, les frais d'installation. Donc, un peu tout ça là, qui va, grosso modo, être autour de 3 000 $. Pour l'élève exempté, il doit prouver une capacité financière minimale de 15 000 $. Donc, on prend le 3 000 puis on y ajoute des frais de subsistance qui ne sont pas couverts par la bourse. Hein, on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc, on va faire 3 000 plus 12 000 à peu près là, pour une année de frais de subsistance. C'est pour ça qu'on on demande un minimum de 15 000 $ canadiens pour la capacité financière. Alors, j'espère que ça va jusque-là, que vous êtes toujours avec moi. On va regarder rapidement le calendrier. Donc, comme je mentionnais plus tôt, là, le concours est ouvert depuis le 6 avril et les centres de services scolaires ont jusqu'au 5 juin 2001 pour signifier leur participation, mais en fait, pour ajouter l'offre de formation pour chacun des centres de formation professionnelle au sein du centre de services scolaires. Donc, entre le 6 avril et jusqu'au 5 juin. Il y en a probablement d'entre vous qui attendaient, là, après avoir assisté peut-être au webinaire de ce matin, pour ensuite aller ajouter l'offre de formation. Fait que c'est très, très bien. On en a plusieurs aussi qui l'ont déjà fait. Donc, tranquillement, pas vite, on voit l'offre qui entre, puis c'est vraiment intéressant pour nous. Je suis bien contente de voir ça. Au niveau de la période d'inscription maintenant pour les élèves, ils auront du 14 juin jusqu'au 1er août 2021 pour déposer des dossiers complets. Dès que le dossier est incomplet, vous ne l'analyserez pas, pardonnez-moi. Donc, ce n'est pas un dossier qui va être analysé à partir du moment où il est incomplet. Seuls les dossiers complets vont être considérés et leurs dossiers doivent être soumis sur la plateforme d'éducation internationale spécifique aux bourses. Si toutefois on vous pose des questions, vous pouvez toujours référer les élèves à l'adresse bourse, mais si la seule question qui est posée, c'est où je dépose ma demande, bien, il y a une plateforme spécifique aux bourses. D'année en année, on tente d'améliorer la visibilité, que ce soit simple pour les élèves de le voir. C'est quand même une situation qu'on rencontre un petit peu là, dans quelques cas à chaque année où les élèves vont s'inscrire via Québec Métiers d'avenir en pensant qu'ils s'inscrivent aux bourses. Alors que, bon, c'est ça. Cette année, on va tenter de le faire encore plus clair, quoi qu'il l'était dans les 2 dernières années. Mais on va tenter encore d'améliorer la chose là, pour cette ouverture de concours. La présélection, donc c'est là que votre rôle embarque. Entre le 16 août et le 24 septembre, c'est là que vous pourrez analyser et présélectionner chaque élève que vous souhaitez sélectionner par centre de service scolaire. Je vais vous mentionner un petit peu plus tard combien, puis bon, combien par pays, combien de candidats vous pouvez présélectionner. Donc ça, c'est entre le 16 août et le 24 septembre. La sélection finale des récipiendaires. Donc, une fois que vous aurez sélectionné, nous, on va former le comité de sélection et eux vont s'affairer à la tâche puis évaluer toutes les candidatures entre le 4 octobre jusqu'au 3 décembre 2021, le but étant l'annonce officielle en décembre 2021. Donc, pour permettre aux élèves d'avoir assez de temps pour effectuer toutes les démarches d'immigration. Vous le savez sans doute, c'est une étape qui prend beaucoup de temps, spécialement depuis 1 an. Les délais sont allongés. Des bureaux de données biométriques sont fermés un peu partout. Donc, les démarches sont très longues. Donc, on veut être en mesure de faire l'annonce en décembre 2021 pour que les élèves le sachent le plus tôt possible et qu'ils aient entre janvier et août pour un début de formation là, à l'automne 2022 pour effectuer toutes leurs démarches et préparer leur arrivée, bien sûr.
L'arrivée des élèves, bien, forcément, va se faire à partir de l'automne 2022 où ils vont débuter leur formation professionnelle, conditionnellement à ce qu'ils obtiennent évidemment leur permis d'études au bout de toutes ces démarches d'immigration-là. Alors, voilà pour le calendrier. Maintenant, je vous présente un peu, je vous défile un peu la procédure pour aller ajouter les formations dans votre espace international, mais la diapo suivante, je vous le montre visuellement comment le faire. Donc, je passe cette étape-ci très, très rapidement. Vous devez vous connecter à votre espace international sous l'onglet Recrutement international et cliquer sur Bourse d'excellence et exemption. Vous sélectionnez l'établissement pour lequel vous désirez ajouter des formations dans le cadre du concours de bourse. Pour ajouter les formations, on clique simplement sur « Plus, ajouter une formation ». Et là, je m'arrête un petit peu ici pour vous mentionner l'importance d'ajouter des formations pour lesquelles vous êtes certain, certaine d'un départ. Si c'est toujours d'année en année une cohorte qui démarre parfois, d'autres fois non, c'est un départ toujours incertain, il est préférable de ne pas l'ajouter dans l'offre. Je vous explique rapidement, quand un élève dépose sa candidature, il a un seul choix. Il doit choisir absolument un CFP, une formation dans une région précise. Il n'a pas un deuxième ou un troisième choix par contre. Une seule option, ce qui fait que si au bout du comité de sélection, au bout de la sélection finale, il est récipiendaire et que finalement la formation ne démarre pas, il peut être compliqué de le replacer ailleurs. Parfois, on n'est même pas en mesure de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'aller ajouter une offre de formation pour laquelle vous êtes certain d'un départ assuré. Et là, je m'arrête aussi pour vous dire que si vous ne voyez pas l'option d'ajout de formation, c'est probablement parce que vos accès ne sont pas créés ou complets. Donc, mon collègue Sébastien là, se fera un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Vous pouvez écrire à l'adresse bourse@commercial-éducation-international avec un e.com. Puis à la fin du webinaire, je vous rappelle également l'adresse courriel. Pour toute question, vous pouvez toujours nous écrire à cette adresse-là. Si aussi vous êtes avec nous ce matin et que vous faites partie d'un centre de services scolaires qui n'est pas membre de Québec Métiers d'avenir, de l'organisation Éducation internationale, vous pouvez toujours écrire là, à l'adresse bourse également, parce que même si vous n'êtes pas membre, vous êtes en mesure d'ajouter une offre de formation pour les bourses. Alors, mon collègue Sébastien se fera un plaisir de créer un compte pour vous et de vous envoyer la marche à suivre. Maintenant, une fois que vous êtes entré, là, vous avez cliqué sur « Ajouter une formation », bien, vous saisissez simplement la formation souhaitée, puis l'année. Puis l'année, on l'a mis cette année par défaut. Donc, vous pouvez seulement là, sélectionner le concours 2021-2022 et ensuite vous enregistrer. Une fois que c'est fait, vous devez répéter l'opération pour toutes les formations. Et si vous avez plusieurs centres de formation, bien, il faut vraiment s'assurer d'aller sélectionner plus haut chacun des centres, puis ajouter à chacun des centres les formations que vous souhaitez offrir dans le cadre du concours. Et la date limite, je le répète, peut-être pour déjà la 4e fois, donc le 5 juin, vous savez, jusqu'au 5 pour ajouter les formations, pour qu'ensuite, à partir, nous, entre le 5 et le 14, on va tout organiser dans le système, on va tout programmer, puis à partir du 14, l'élève pourra déposer sa candidature, mais d'abord, il pourra, je mets entre guillemets, là, magasiner sa formation, donc si elle est offerte dans la région qu'il veut, ou regarder qu'est-ce qui est offert, puis ensuite aller voir chacune des régions, là, selon ses besoins, ses intérêts, qu'est-ce qu'il va vouloir choisir. Donc, c'est bien important d'avoir ajouté votre offre au plus tard le 5 juin. Donc, je poursuis avec le visuel là, de où vous devez cliquer. J'espère que vous le voyez là, suffisamment grand. Donc, dans le bandeau, quand vous allez accéder à votre espace international, dans le bandeau en haut, Québec Métiers d'avenir, vous cliquez dessus et vous voyez deuxième ligne, bourse d'excellence et exemption. Et ensuite, vous allez voir sélectionner votre établissement. Donc, au contraire de l'établissement test et organisme scolaire test, là, vous aurez vos établissements à vous et vous pourrez cliquer dessus. Et normalement, par défaut, vous allez arriver au point 3 à l'onglet « Formation ». L'onglet « Candidat boursier » va nous intéresser plus tard dans le processus. On va les regarder plus tard là, dans le webinaire aussi. Donc, vous êtes normalement déjà par défaut sur l'onglet « Formation » et c'est là que vous allez cliquer sur le « Plus » « Ajouter une nouvelle formation ». Et là, je passe tout de suite au point 5. Vous allez tout simplement sélectionner parmi le menu déroulant la formation que vous voulez ajouter et l'année 2021-2022. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est là par défaut. Et vous allez, point 6, cliquer sur « Enregistrer et fermer ». Une fois que vous aurez répété
l'exercice et chacune des formations, bien, vous allez voir comme un peu plus haut au point 4, toutes vos formations seront listées. Donc, si d'ici le 5 juin, finalement, il y a un changement, vous pouvez aller cliquer sur « Modifier », vous pouvez changer. Là. Et encore une fois, s'il y a quoi que ce soit au niveau des modifications qui ne fonctionnent pas ou peu importe, n'hésitez pas à écrire à l'adresse bourse@commercialeducationinternationale.com. Alors, on est déjà rendu à la moitié. J'espère que vous me suivez, que je ne vais pas trop vite. Je vais être certaine de couvrir là, tout le contenu, puis que vous ayez surtout le temps pour des questions à la fin. Là, je trouve ça important. Donc, j'y vais un peu rapidement, mais je vous répète que le webinaire là, sera accessible si vous avez besoin d'un petit rappel là, éventuel. Vous pourrez y avoir accès. Donc, on va faire le tour maintenant des modalités de participation des candidats au niveau de leur admissibilité. Premièrement, il faut être de nationalité autre que française ou canadienne. Comme vous le savez, en tant que Français canadien, on a déjà droit à une exemption des droits de scolarité. Donc, on ne peut pas déposer une candidature pour le programme de bourse puisque c'est une exemption pour laquelle il bénéficie déjà. Les candidatures des pays membres de la francophonie, donc outre la France, incluant les DROMCOM, et des pays marchés porteurs de l'Asie, Chine, Inde, Japon, et des Amériques, Mexique, Brésil, seront priorisées. Je fais une petite pause sur les DROMCOM, qui étaient les DOM-TOM jusqu'en 2016 ou 2017, je crois. Donc, rapidement, département des régions d'outre-mer, les DROM, qui sont Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, puis les collectivités d'outre-mer, qui sont Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Donc, la France et les DROMCOM ne peuvent pas être priorisés, là, évidemment. Il ne faut pas avoir le statut de résident permanent du Canada ou encore être en démarche d'obtention de la résidence permanente. Il faut être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre la demande jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. Donc, on se rappelle que si l'élève dépose sa candidature au mois de juin et qu'on annonce au mois de décembre, on parle d'à peu près 6 mois plus tard. Là. Donc, pendant toute cette période de 6 mois-là, l'élève ne peut pas être au Canada. Il doit être à l'extérieur du Canada. Il doit être âgé de 18 ans ou plus. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge. C'est quand même une question qui revient là, assez souvent. Donc, à partir du moment où l'élève a 18 ans ou plus, il peut déposer sa candidature sans problème. Il ne faut pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour des études d'un niveau égal ou supérieur à la formation professionnelle et dans une même année, l'élève ne pourrait pas avoir un cumulatif de 2 bourses, par exemple. Donc, étudier, exemple, sous une bourse à l'université, en même temps qu'il aurait une bourse pour la formation professionnelle. C'est des cas qui se présentent très rarement, mais ça peut arriver. D'ailleurs, on a actuellement là, un cas de ce type-là. Et la capacité financière demandée, donc l'élève doit être en mesure de le prouver au moment du dépôt de sa candidature. Donc, si c'est sûr que ça va être à vous, on va regarder après là, les responsabilités des centres de services scolaires, mais c'est important vraiment au moment qu'il dépose sa candidature qu'il soit en mesure de prouver la capacité financière. On a vu par le passé des dépôts de candidature où l'élève explique pourquoi il n'a pas la capacité financière. Finalement, il est récipiendaire et ça ne fonctionne pas parce qu'au moment de ces démarches d'immigration, il n'a toujours pas la capacité financière. Donc, c'est important qu'il soit en mesure de le prouver. Donc, soit le 3 000 $ pour la bourse ou le 15 000 $ pour l'exemption. Au niveau de leur participation maintenant, les élèves, d'abord, ils doivent s'assurer d'être admissibles au concours, basé sur tous les points qu'on vient de voir à la diapo précédente. Ils ne doivent pas être accompagnés par le service Québec Métiers d'avenir. Cette situation-là se produit à chaque année, nombreuses reprises, des élèves que moi ou un ou une de mes collègues accompagnons déjà dans le cadre de l'accompagnement Québec Métiers d'avenir. On a déjà un dossier de constituer ou on est en train de le constituer avec l'élève et il veut aussi appliquer pour le concours de bourse. Malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir les 2 dossiers en traitement au même moment et on va l'inviter à faire un choix entre les 2, en fait. Il n'y a rien qui l'empêche de déposer une candidature au programme de bourse et si toutefois sa candidature n'était pas présélectionnée ou sélectionnée dans le cadre de la sélection finale, il pourrait revenir vers nous puis on va reprendre le dossier où on était puis on pourra quand même planifier avec lui ou elle un début de formation pour l'automne 2022 parce que si on fait l'annonce en décembre 2021, janvier maximum, bien, on aura le temps quand même de faire toutes les démarches, là. Ce sera possible de le faire de cette façon-là, mais on doit leur demander de faire un choix.
Ensuite, ils doivent choisir le programme de bourse pour lequel ils veulent appliquer, donc bourse ou exemption, ou les deux aussi, c'est possible, et déposer une candidature complète en ligne à compter du 14 juin, donc comme on l'a vu sur le calendrier. Et je vous répète à nouveau que l'élève n'a qu'un seul choix de formation et centre de formation professionnelle possible. Il ne peut pas faire deux choix. Il ne peut pas faire 2 ou 3 choix là, en ordre de priorité. Il ne peut faire qu'un seul choix. Et il doit joindre les documents suivants. Donc, formulaire de recommandation complété par 2 personnes différentes. Ça, c'est une question qui revient souvent. On le mentionne bien dans le guide d'instruction au candidat quand, en fait, il est déjà disponible, mais quand ce sera l'ouverture du concours, il a accès aux documents. Puis, on le dit que ce soit 2 personnes. Ça doit être 2 personnes différentes qui ne font pas partie de sa famille ou de son entourage très proche. Ça ne peut pas être un oncle, cousin, frère, sœur, père, mère. Ça doit vraiment être des gens dans leur environnement professionnel ou personnel, mais qui connaissent bien l'élève et qui sont en mesure là, de remplir un formulaire de recommandation qui est intéressant, puis que vous allez lire, puis vous allez dire « Ah oui, j'ai l'impression que cette personne connaît bien l'élève, puis m'en parle en bien, puis me fait part de ses qualificatifs. » Ensuite, il doit nous faire parvenir son passeport. Le passeport, s'il n'est pas valide au moment du dépôt de candidature, ce n'est pas un frein. Donc, ce n'est pas ce qui va vous empêcher de présélectionner l'élève. Il aura le temps, disons qu'on fait l'annonce en décembre 2021, bien, il aura le temps quand même de déposer une nouvelle demande de passeport là, en vue de ses démarches d'immigration. Donc ça, ce n'est pas un frein si c'est un passeport si l'élève n'a pas de passeport ou si c'est un passeport qui est sur le point d'expirer ou qui est déjà expiré, ce n'est pas nécessairement un frein à votre analyse. Il doit joindre l'acte de naissance, ça c'est très important, là, où le nom de, vous le savez de toute façon, mais où le nom des parents et date de naissance figure. Le relevé de notes et les diplômes, les prix et distinctions s'il y en a, un test de français si c'est applicable à son dossier et l'épreuve de capacité financière, encore une fois, qu'on a mentionné un peu plus tôt. Les responsabilités des centres de formation professionnelle et des centres de services scolaires. Donc, premièrement, je reviens encore au point que j'ai mentionné à plusieurs reprises depuis le début. Donc, votre première responsabilité, c'est d'ajouter l'offre de formation avant la date limite, qui est on pourrait le dire tous en cœur, le 5 juin 2021. Et ensuite, d'analyser les candidatures. Et là, l'analyse des candidatures, elle va se faire à partir du moment où les dépôts de candidature seront terminés. Donc, quand les élèves auront tous déposé leur candidature et que le concours sera fermé, vous pourrez valider l'admissibilité des candidats à la formation et au concours. Et là, je vais passer un petit peu plus de temps sur ce petit point-là. Donc, on parle entre autres du niveau de français, du niveau scolaire, de la capacité financière et d'autres éléments peut-être si applicables pour la formation chez vous, puis bon, selon les critères et documents que vous avez besoin. Je m'arrête au niveau pour le niveau de français et niveau scolaire, spécifiquement pour la formation SASI, Santé, Assistance et Soins infirmiers. On a souvent des questions de la part des centres de services scolaires, des élèves. Puis la sanction des études peut être interprétée un peu de façon différente. Donc, on s'est rendu compte là, dans la dernière année, même je dirais les dernières années, que chacun avait peut-être un peu sa façon de l'interpréter. Donc, nous, on est allé auprès de la sanction là, pour obtenir vraiment une réponse claire. Et puis, le programme SASI, si un élève a des études supérieures, un diplôme d'études supérieures, au niveau du préalable scolaire, il est admissible à la formation SASI. Si son niveau scolaire est des études secondaires, à ce moment-là, elles doivent avoir été faites en français ou en anglais. Le niveau de français, c'est autre chose. Donc, pour mesurer le niveau de français, l'élève devra le prouver par un test de français. TEF, TFI, TFL, TEFAC, etc. Il doit prouver son niveau de français. Alors, je voulais faire un petit point là-dessus. Maintenant, deuxième petite puce, s'assurer de l'authenticité des documents fournis lors de l'inscription, dans la mesure du possible. Hein. Parfois, c'est difficile là, de savoir si le document est authentique ou non, mais si vous avez des doutes, là, vous pouvez vous arrêter puis vous questionner davantage. Ensuite, présélectionner 6 candidats, donc basé sur le budget de base de 700 000 pour lequel on attend une réponse à savoir si on va peut-être avoir un peu plus basé sur des sommes non déboursées là, des années passées, mais à la base, sur le 700 000, on vous demande de présélectionner 6 candidats
3 du même pays par centre de service scolaire et les identifier dans mon espace international avant la date limite. Je vais vous montrer sur la prochaine diapo aussi là, comment aller le faire en réel, en vrai dans votre espace. Troisième point, informer les candidats retenus ou non de l'issue de la présélection finale. Et point 4, les informer également, ceux qui sont retenus et non retenus de l'issue de la sélection finale. À chaque année, c'est un problème qu'on rencontre, oui, parce que les élèves nous écrivent après plusieurs mois, j'ai toujours pas de nouvelles, pourtant, selon le calendrier, je devrais avoir des nouvelles du centre de formation professionnelle où j'ai appliqué. Et effectivement, puisque c'est vous qui déterminez l'admissibilité des candidats, donc les points qu'on a mentionnés plus tôt, là, le niveau de français, le niveau scolaire, la capacité financière, ce sont vos élèves. Donc, c'est vraiment votre responsabilité pour le moment de les aviser s'ils sont retenus et s'ils ne sont pas retenus. S'ils ne sont pas retenus dès la présélection, bien, ils vont peut-être revenir tout de suite vers leur accompagnement Québec Métiers d'Avenir. Ils vont reprendre le projet tout de suite ou vers un autre projet de vie, mais ils vont pouvoir le savoir là, au lieu d'être en attente encore pendant plusieurs mois. Si toutefois, on est en train de regarder si on peut justement changer ce fonctionnement-là, mais comme je vous disais au tout début, là, nous, on doit gérer on est mandaté pour gérer le programme de bourse basé sur un contrat de service et des normes de service qui sont précises. Donc, on a quand même un cadre là, assez strict qu'on doit respecter et ça en fait partie actuellement. Donc, c'est toujours de votre responsabilité d'aviser les élèves. Si toutefois, il y avait un changement dans la procédure, bien, je vous rassure, on va vous aviser puis on va vous expliquer là, la mise en place du nouveau fonctionnement si maintenant c'était nous qui devions aviser, exemple, les élèves. Mais pour le moment, c'est vraiment à vous de le faire. C'est important de retenir cet élément-là pour éviter des déceptions tardives là, pour les élèves. Ensuite, le point 5, émettre une lettre d'admission officielle pour chaque récipiendaire. Donc, si à l'issue de la sélection finale, l'élève est sélectionné, on va vous demander, on va venir vers vous avec un modèle de lettre, on va vous expliquer comment faire, puis on va vous demander la lettre d'admission. À cette lettre-là, nous, on va ajouter une lettre d'appui, la lettre officielle de bourse qu'on va vous retourner et on va acheminer tout ça à l'élève pour qu'il puisse officiellement débuter ses démarches d'immigration. Et là, à partir du moment où vous émettez la lettre d'admission, jusqu'à ce que l'élève obtienne son permis d'études, vous avez plus ou moins, vous pouvez contacter l'élève si vous le voulez, l'élève pourrait vous contacter si ça vous convient, mais il est vraiment de notre responsabilité de l'accompagner dans toutes ces démarches. Donc, vous, votre rôle va être plutôt au niveau de son arrivée. Comment ça va se passer chez vous, dans votre centre ou autour, dans la ville, son arrivée, son transport, dépendant des services d'accueil que vous offrez là, dans chacun de vos centres de formation professionnelle. Donc, ça va être de préparer leur arrivée, de les accompagner dans leur intégration scolaire et sociale, effectuer le versement mensuel de la bourse aux élèves. Donc, nous, on va vous envoyer les fonds. Je vais revenir là, une diapo là, consacrée au versement parce que ça suscite beaucoup de questionnements. Donc, les versements mensuels, c'est vous qui devez les faire aux élèves, mais évidemment, suite à l'envoi des fonds que nous, on vous fait, des fonds que nous, on vous envoie. Et vous devez produire un rapport de mi-parcours pour nous. En fait, normalement, ce sera moi ou maintenant, il y a ma collègue Gabrielle qui m'aide aussi au niveau des bourses, là, parce que jusqu'à maintenant, c'était pratiquement juste moi là, au niveau de l'accompagnement des élèves puis de la gestion du programme de bourse. Maintenant, il y a Gabrielle aussi Bergeron, ma collègue, qui me donne un coup de main. Là. On fait ça ensemble maintenant parce qu'on a évidemment le double de boursiers là, cette année. Fait qu'on fait ça à deux. Donc, nous, on va venir vers vous à peu près un mois et demi avant la date du deuxième versement prévu. Puis, on va vous demander un rapport de mi-parcours très simple. Ça peut être un courriel là, vous demandant comment ça se déroule pour l'élève jusqu'à maintenant. Est-ce que son comportement est adéquat, sa réussite et tout. Donc, c'est très simple et on vous fait le rappel de toute façon. Et évidemment, vous devez nous informer de toute problématique. Donc, s'il y a des problématiques personnelles ou au niveau de la formation, vous pouvez toujours nous en aviser. Dans tous les cas, c'est important qu'on soit au courant et puis qu'on puisse agir s'il y a lieu dans le dossier de l'élève. Et pour vous accompagner aussi là-dedans, pour vous donner un coup de main s'il y a lieu. Donc, en réel, je vous montre comment aller présélectionner vos candidats. Donc, on revient un peu, je n'ai pas répété l'étape de tout à l'heure, mais quand vous vous connectez à votre espace, vous cliquez sur Québec Métiers d'Avenir, Bourse d'excellence, votre centre de formation professionnelle. Et là, tout à l'heure, on était sur l'onglet Informations. On va au deuxième candidat maintenant. Et là, moi, je le vois en trop petit. J'ai de la difficulté même à le zoomer pour tout lire ce qui est écrit, mais
En fait, c'est qu'on vous répète un peu encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut analyser? Donc, le niveau scolaire pour le programme choisi, le niveau de langue, la capacité financière, puis on vous mentionne même la date, la date maximale. Je pense qu'il est écrit 1er août. Peut-être que vous le voyez mieux que moi, mais c'est le 1er août là, que vous avez la date pour venir présélectionner vos candidats. J'ai encerclé en rouge la petite mention guide et outils. Dans l'onglet Formation plus haut, dans l'onglet Candidat, vous avez un lien pour vous rendre à la section Guide et outils que je vais vous présenter vers la fin aussi du webinaire. Donc, c'est là que vous avez le guide, les annexes, les régions, formation priorisée, tout ça. Il y a plein d'outils qui sont là-dedans. Fait que je voulais vous faire un petit clin d'œil pour vous dire que le guide et les outils sont toujours disponibles. On les voit un peu partout dans votre espace là, pour vous permettre d'avoir accès facilement à toutes les informations. Maintenant, vous allez voir en bas de cette information-là les dossiers complets 21-22. Donc, c'est là que vous allez analyser les candidatures. C'est à partir de cette section-là, en dessous de dossiers complets 21-22, que vous pourrez aller ouvrir un à un les dossiers des élèves, puis en vue de la présélection. Et les dossiers incomplets, vous allez les voir là, un petit peu plus bas. Ceux-là, vous n'en tenez pas compte parce que le dossier incomplet peut contenir presque rien ou manquer une information, mais ce n'est pas un dossier qu'on va considérer pour l'analyse des candidats. J'espère que ça va toujours bien de votre côté. Déjà 9h40, alors j'essaie d'y aller vite, mais les dernières diapos là, vont assez bien. Alors maintenant, lorsque vous aurez analysé, vous serez rendu à sélectionner, présélectionner les candidats. On le voit encore dans le texte en haut, on vous dit 6 candidatures par centre de service scolaire et non par CFP, 3 candidats en provenance du même pays. Et la sélection doit se faire entre le 16 août et le 24 septembre. Donc, à partir du 24 septembre, nous, on s'affaire au comité de sélection. Le comité de sélection évalue, puis on vise l'annonce pour décembre 2021. Donc, on dit « Veuillez sélectionner l'année 2021-2022 ». Alors, quand vous allez cliquer sur le petit plus qui est à droite de candidat présélectionné 21-22, vous allez arriver sur la petite fenêtre qui est en bas, donc le code ID. Vous allez le voir, le code d'identification. Pour chaque élève, il y aura un code identifié. Fait que vous allez pouvoir aller le prendre là, même copier-coller, qui est plus facile, là, qui évite des erreurs. Indiquer le prénom et le nom de l'élève, puis l'année. Puis normalement, dans le menu déroulant, vous aurez uniquement l'option de 21-22. Mais si vous n'êtes pas certain, de toute façon, référez-vous peut-être juste au titre en haut, le candidat présélectionné 2021-2022. Alors, je passe à la diapo suivante et je voulais, c'est ça, pour terminer, là, la portion présélection est terminée. Pour la portion boursier, à partir du moment où le comité de sélection aura évalué toutes les candidatures et que nous, on va procéder à la sélection finale officielle et qu'on va faire l'annonce, on va attribuer à vos centres de formation professionnelle, à vos centres de services scolaires, les boursiers officiels récipiendaires et exemptés dans votre établissement. Et c'est là que vous allez les voir, récipiendaires 2021-2022. Vous allez voir là, s'il y en a plusieurs, s'il y en a un, vous allez les voir listés. Et c'est là que vous pourrez accéder à leur dossier puis aller suivre leur démarche d'immigration comme vous avez l'habitude de le faire avec, pour certains d'entre vous, pour les élèves Québec Métiers d'avenir. Donc, ça va être le même visuel. Là. Vous pourrez aller voir dans Documents d'immigration puis suivre leur démarche tout au long, c'est ça, au niveau de l'avancée de leur démarche. Et le dernier petit point, le point 8, je voulais juste vous mentionner où sont les guides et les outils. Donc, dans le même bandeau en haut, là, vous voyez le deuxième point, bourse d'excellence, c'est là où on va pour aller, les formations candidats boursiers. Et la quatrième ligne, guide et outils, c'est là que vous allez trouver tous les outils qui peuvent vous être utiles. Donc, même le guide d'instruction pour les candidats, vous savez ce qui est demandé aux candidats. Vous avez même des suggestions pour l'analyse. On vous fournit ce que nous, on utilise, en fait, entre autres, pour le comité de sélection finale. Qu'est-ce qui est utilisé comme document, la grille de sélection? On vous le fournit aussi, des conseils pour l'analyse, même là, en forme de texte, là, des conseils textuels d'analyse. Fait que tout ce qui peut vous être utile est là. Fait que je vous invite à aller le regarder. Là, même des fois, vous avez des doutes. Comme je vous disais au début, on navigue sur 3 années en même temps, 3 concours de programme en même temps, des élèves qui vont débuter, qui ont débuté, un concours qui ouvre. Ça peut devenir un peu mêlant. Fait que si vous avez comme une section à vous référer, vous pouvez toujours aller dans la section guide et outils, aller consulter le guide, vous référer à la section appropriée, puis aller voir le fonctionnement. On est toujours au bout d'un courriel. Là. Vous pouvez toujours nous écrire, il n'y a pas de problème. Mais je tenais important à vous rappeler l'existence de la section guide et outils où figurent vraiment beaucoup d'informations qu'on met constamment à jour. Là. Dès qu'on apporte des modifications à nos documents, on le met à jour dans l'espace également.
Je fais un petit diapo, une petite diapo rapide sur le versement de la bourse d'excellence. On a beaucoup de questions à ce sujet-là, donc je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Par le passé, il n'y avait qu'un seul versement de la moitié de la bourse au centre de services scolaires et un deuxième à mi-parcours environ de la deuxième portion de la bourse. Par contre, entre toutes ces manipulations-là, les documents que nous, on reçoit, l'argent qui est envoyé à la comptabilité chez vous et le dépôt à l'élève, ça faisait que l'élève avait son premier versement assez tard. Donc, ce qu'on a voulu faire pour éviter ce retard-là, puisqu'on le sait que c'est l'arrivée qui demande le plus de fonds, en fait, à l'élève, c'est souvent l'arrivée qui coûte le plus cher. Donc, nous, on verse le premier versement à l'élève. C'est nous qui le versons. Puis, au même moment où on va verser ce premier versement-là à l'élève, on vous envoie la première moitié de la bourse d'excellence ou presque moitié. C'est un calcul qui est fait évidemment là, basé sur un calendrier de versement. Mais grosso modo, la moitié de premier versement de la bourse va être la première moitié et on vous le verse au même moment ou presque, là, à quelques jours près, où on va envoyer le premier versement à l'élève. Le deuxième versement, on revient au rapport de mi-parcours que je vous parlais plus tôt. Donc, un mois et demi avant la date prévue du versement, on va venir vers vous et on va vous demander comment ça va avec l'élève. Donc, vous pourrez vous adresser au tuteur, peu importe la personne là, qui est au courant du développement de l'élève, puis nous retourner un rapport par courriel. Là, ça peut être très simple, mais qu'on ait quand même un avis positif qui nous permet de débourser la deuxième moitié de la bourse d'excellence. Et pour le premier versement à l'élève, je vous informe de ce qui est nécessaire, ce que moi et Gabrielle devons recevoir. D'abord, c'est la preuve d'arrivée. Donc, le permis d'études qui nous indique à partir de quelle date il est valide, c'est sa date d'entrée au Canada. Donc, on doit avoir la preuve tangible qu'il est arrivé au Canada. On doit avoir son formulaire d'autorisation et engagement dûment complété et évidemment son spécimen chèque avec ses coordonnées bancaires. Des fois, c'est ça qui va tarder un peu. Tu sais, le temps de l'ouverture du compte, c'est sûr que s'il fait une bonne partie depuis l'extérieur, il peut ouvrir un compte chez Desjardins ou autre. Il y a quand même une partie qu'il peut faire au préalable, puis il attend son rendez-vous officiel là, une fois arrivé au Québec pour ouvrir officiellement son compte bancaire. Par contre, j'ai quand même vu dans le passé, là, même avant que le compte soit officiellement ouvert, l'élève était en mesure d'obtenir ses coordonnées bancaires. Donc, dès qu'il le peut, il peut nous envoyer ces 3 informations-là et nous, on va être en mesure là, de planifier son premier versement. Donc, plus tard, il nous envoie toutes ces informations-là, bien, plus tard, il recevra son premier versement, évidemment. Mais on s'assure par la capacité financière, normalement, l'élève à son arrivée au Canada doit avoir des fonds pour survivre, avoir suffisamment pour ses frais de subsistance jusqu'à ce qu'il reçoive son premier versement qui est toujours prévu au début de la formation ou dans la semaine du début de sa formation. C'est vraiment l'idéal qu'on vise. Dernier petit point, là, le petit astérisque que j'ai mis en bas, il est vraiment important de nous informer des dates réelles de début, de fin de formation et nous aviser de tout changement parce que le calendrier de versement va être basé sur la date de début et la date de fin. Le montant de bourse accordé, puis il y aura un calcul qui va se faire et puis tout sera calculé en fonction de la date de début, date de fin qui a été indiquée sur la lettre d'admission. Donc, si vous savez déjà dès le début de la formation ou en cours de formation qu'il y aura un changement, c'est important de nous aviser. Nous, on va regarder au niveau de l'attestation de séjour, ça peut avoir un impact. On va le regarder à la diapo suivante. Et puis, surtout au niveau des versements, là, ça va avoir un bon impact. Ça fait que c'est important de nous le dire là, dès qu'il y a des changements. Diapo suivante et dernière, je crois. Je pense qu'après, on arrive. Oui, voilà, on va être rendu aux questions bientôt. Alors, attestation de séjour, la dernière. Après ça, ça va être à vous de parler. Donc, sur réception de la preuve d'arrivée sur le territoire. Donc, tout à l'heure, on a mentionné là, la diapo précédente que la preuve d'arrivée, pour nous, c'est le permis d'études ou encore, bon, ça pourrait être le tampon dans le passeport. Là, ça pourrait faire aussi, ça nous prouve quand même que l'élève est arrivé sur le territoire. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais demander auprès du ministère de l'Éducation une attestation de séjour qui va couvrir toute la durée de la formation. Heureusement, maintenant, c'est toute la durée. Avant, c'était année après année, donc les attestations de séjour étaient à renouveler. Maintenant, on est en mesure d'obtenir du ministère de l'Éducation du Québec une attestation qui part du début de la formation et qui va jusqu'à la fin.
Et cette attestation-là, maintenant, merci COVID, il y a quand même quelques points positifs à ce fameux épisode de notre vie. On le reçoit maintenant par courriel. Avant, le centre le recevait par la poste et certains d'entre vous doivent se rappeler, devaient le recevoir par la poste. Là, on est en période de vacances ou autre, on ne le reçoit pas, le délai est plus long. Maintenant, c'est envoyé par courriel à moi, en fait, à l'adresse bourse, à l'élève directement, ainsi qu'à la personne responsable des bourses dans le centre de formation professionnelle. Donc, moi, je fournis toutes ces informations-là au ministère de l'Éducation et il retourne par courriel l'attestation de séjour. Fait que ça va beaucoup plus vite pour l'élève. Et là, dès ce moment-là, il peut débuter ses démarches auprès de la RAMQ. Et considérant, on l'a mentionné plus tôt, considérant que le processus peut prendre plusieurs semaines, il doit absolument souscrire à une assurance entre-temps. Donc, soit l'assurance des jardins, des commissions scolaires, des centres de services scolaires, pardon, j'ai encore de la difficulté parfois à m'habituer au centre de services scolaires. Donc, il peut soit souscrire à l'assurance, sinon, toute autre assurance, mais c'est vraiment important qu'il soit assuré jusqu'au moment où la RAMQ va prendre effet. Et encore une fois, petite note au bas, je vous mentionne de nous informer des dates réelles de début de fin de formation, parce que si l'attestation de séjour se termine en mai et que finalement la formation se termine réellement en juin, l'élève ne sera pas couvert par la RAMQ. Donc, on doit obtenir une nouvelle attestation et il doit aviser la RAMQ du changement pour que ça ne veut pas dire qu'il va recevoir une nouvelle carte, mais dans le système, sa couverture va être prolongée là, suite à la réception de l'attestation de séjour. Alors, c'est important aussi qu'on ait l'information juste. Alors, je voulais terminer à 9h50. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que vous m'avez suivi. Je voulais vraiment entrer dans le temps avec le contenu. C'était important pour moi de vous partager tout ça. Mais maintenant, je vous laisse ouvrir vos micros. Si vous avez des questions, levez vos mains. Ça va nous faire plaisir. Ça va me faire plaisir de répondre. Mais Justine, si tu veux répondre, bien à toi. Mais je vois que tu dis non. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis peut-être vous présenter d'abord, là, vous êtes votre nom, puis vous venez de quel CFP ou quel centre de service scolaire. Alors, je vais juste aller voir. Je veux juste être certaine de vous répondre dans l'ordre, là, les petites mains. Où sont-elles, les petites mains? J'y arrive. Bon, alors Marielle Béliveau. Bonjour Marielle, bon matin. Bon matin. C'est ça. Moi, j'aimerais que tu reviennes. Là, je m'entends en résonance. Je ne sais pas si c'est moi qui a mal ajusté quelque chose. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, on entend bien, Marielle. Merci. Okay. Nous, on entend bien. Je pense que c'est peut-être juste de ton côté la résonance, mais nous, on entend bien. C'est pas grave, je vais me supporter. Dans le fond, je voulais que tu reviennes sur les modalités de participation des candidats, là, le QMA versus les demandes de bourse. Je suis pas sûre d'avoir bien compris si quelqu'un a fait une demande QMA versus qui fait aussi une demande de bourse. Peux-tu m'éclairer dans cette partie? Je vais tenter de répondre du mieux possible à ta question, puis n'hésite pas si ça manque de clarté encore. Dans le fond, là, au moment où on se parle, on a des élèves qui s'inscrivent. À tous les jours, on a des élèves qui s'inscrivent à notre accompagnement régulier Québec Métiers d'avenir, dans le cadre duquel nous, on analyse les demandes. On détermine les préalables scolaires, le niveau de français, les documents d'identité, etc. On a des élèves qui s'inscrivent, qu'on accompagne. Et puis là, au bout d'un moment, ils nous disent « Ah, mais moi, dans le fond, mon but, c'est de participer au programme de bourse. » Ou est-ce que je peux aussi participer au programme de bourse? Mais là, à ce moment-là, on doit leur demander de faire un choix parce qu'ils ne peuvent pas avoir un dossier en cours Québec Métiers d'avenir pour lequel on va demander une lettre d'admission. Ils vont débuter leur démarche d'immigration et finalement, ils appliquent aussi au concours de bourse. Ils ne peuvent pas avoir les deux processus là, enclenchés en même temps. Fait que c'est important qu'ils fassent un choix. Par contre, ce qu'on voit souvent, évidemment, sur 1200 candidatures, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y en a 66 qui sont récipiendaires. Fait qu'il y en a beaucoup là-dessus qui décident quand même de vouloir venir étudier au Québec et qui vont revenir vers l'accompagnement régulier Québec Métiers d'avenir. On va poursuivre l'accompagnement qu'on avait avec eux ou ils vont s'inscrire tout simplement à nos services. Là. Donc, ça veut dire que, dans le fond, si ils ont déjà entamé un processus pour être admissible à la bourse ou bien avoir la bourse, bien, s'ils transfèrent vers QMA, tout le processus qui est en cours, c'est transférable. Oui, exactement. En fait, leur dossier, ils vont utiliser chez nous la même adresse courriel. On va être capable de le transférer là, par une manipulation X que même moi, je ne connais pas. Peut-être que Justine la connaît, mais en tout cas, c'est Sébastien qui est en charge chez nous.
chez nous, pardon. Donc, oui, on va être capable de transférer le dossier, mais il ne pourra pas, c'est ça, avoir les deux processus en même temps, ce n'est pas possible. Est-ce que ça répond, Marielle? Oui, ça, Oui. ça me démêle un peu pour ça. Puis, je voulais juste préciser par rapport au SACI, si un élève il a un diplôme d'études supérieures, vous considérez que pour l'admissibilité au SACI, c'est suffisant, c'est ça? Mais en fait, oui, la réponse c'est oui. Par contre, c'est pas nous qui considérons, c'est vraiment la sanction des études là, qui considère selon ses règles qu'un élève qui a des études supérieures est admissible à la formation SACI exactement. Mais le niveau de français, ça demeure autre chose. C'est sûr que si il a des études supérieures, mais son test de français score A1, ben ça sera peut-être pas suffisant pour vous A1. OK, donc il doit passer le test de français pareil. Oui, même si le niveau de français. Oui. Okay. Le niveau de français demeure vraiment un deuxième élément d'analyse pour la formation, pour toute formation, en fait. Pour toute formation, normalement, vous souhaitez vous assurer d'un niveau de français minimum pour que l'élève puisse suivre la formation. Et nous, comme organisation, avec nos élèves Québec Métiers d'Avenir, on a déterminé un niveau de B2. Donc, on vous envoie des candidatures là, en tout temps. On vous envoie des candidatures de B2 et plus. Et si on a un B1, ben, on va aller vers vous puis on va vous demander est-ce que c'est correct pour vous? On vous envoie le résultat du test puis on vous demande là, si ça suffit. Okay. Mais à la base, là, nous, on a déterminé B2 comme niveau, mais après, pour les boursiers, le niveau de la langue vous appartient. Là, ça vous appartient de déterminer quel niveau est requis pour vous. OK. Mais QMA, quand on a une entente, c'est vous qui s'en occupez. Oui, on s'en occupe. Ça, je suis quand même contente de savoir ça, là, parce que ça, je ne savais pas ça. Donc, s'il est d'études supérieures, même s'il est d'études supérieures, il y a un test qui est passé. Oui, il doit prouver son niveau de français quand même, oui. Parce que le niveau, le préalable scolaire pour SACI, ça, c'est une chose. Pour être admissible académiquement à SACI, c'est une chose. Mais le niveau de français, ça, c'est un autre aspect, là. On veut qu'il soit capable de suivre la matière en français, là. Fait que c'est vraiment deux choses différentes. OK, OK. Donc, puis si de niveau secondaire, ben c'est encore de passer le test pour s'assurer qu'il y a le bon niveau de français. Mais encore là, le test, ça va être un autre élément. Ça va être le deuxième élément au niveau du français. S'il a des études secondaires, elles doivent avoir été complétées en français ou en anglais. Si elles n'ont pas été complétées en français ou en anglais, l'élève n'est pas admissible à SACI. OK, en français ou en anglais. Oui. Même s'il présentait un résultat à un test de français de C1, mais qu'il a fait son école secondaire autre qu'en français ou anglais, il n'est pas admissible. OK, parfait. Donc, ça, c'est la première étape de sélection. La deuxième, c'est qu'il va passer le test B1. Dépendant du niveau qui est requis pour vous. Si vous avez déterminé pour telle formation que le niveau B2 est requis, bien, vous allez analyser le candidat en fonction de son niveau de français qu'il présente, puis si vous, ça vous convient ou non. OK, parfait. Tu disais aussi que les candidats, la gestion des documents, quand les candidats, admettons qu'ils sont pas, qui ont fait une demande pour être boursiers, quand leur demande, d'autres on fait une présélection, vous faites la sélection finale. Après ça, la gestion des documents, ça demeure la responsabilité du centre? La gestion des documents, oui. L'accompagnement dans toutes ces démarches, c'est nous qui le faisons. Mais la gestion des documents, c'est-à-dire que ça va être à vous de récupérer les originaux des documents. Et ça, vous pouvez les voir de toute façon dès le départ quand vous analysez la candidature, vous voyez les documents. Là. Mais oui, la gestion des documents officiels là, pour le dossier de l'élève, c'est vraiment à vous que ça appartient, oui. OK, mais ben de toute façon, quand ils sont rendus à cette étape-là, comme vous avez fait la sélection finale, vous vous êtes assuré que tous les documents étaient là? C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Bien, non. Nous, en fait, ce qu'on fait dans le comité de sélection, on ne va pas regarder l'admissibilité au programme, le niveau de français, la capacité financière. Le comité de sélection, ils vont regarder chacun des dossiers, leurs notes académiques, la cohérence de leur projet. Ils vont vraiment se concentrer sur les notes, sur l'académique de l'élève. C'est pour ça que tout le reste, c'est vraiment la responsabilité des centres de services scolaires là, de valider l'admissibilité, niveau de français, capacité financière et autres s'il y a d'autres éléments là, qui sont importants pour vous au sein de vos établissements.
OK. Dans le versement de la bourse, là, les 3 documents requis, là, est-ce que tu peux y revenir Oui, par rapport au... il y a en fait la preuve d'arrivée, les 3 documents requis pour que nous, on puisse verser le premier versement à l'élève. Il y a la preuve d'arrivée. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Oui, preuve d'arrivée, Preuve formulaire. d'arrivée, donc le permis d'études qui indique la date d'entrée sur le territoire et permis de stage. S'il l'a, souvent, il va nous l'envoyer en même temps. Le formulaire d'autorisation et engagement que nous, on fournit à l'élève et son spécimen chèque. Ça, ils le savent, ça, vous les en informez de ça. Oui, oui, Hein? oui, à plus d'une reprise. À partir du moment où ils obtiennent leur permis d'études, là, oui, c'est des informations qu'on leur donne. Là. Oui. OK. OK, parfait. Ben, en fait, je ne veux pas trop prendre de place, là, mais juste enfin, le guide là, et outils, si tu là-dedans qu'on va retrouver ta formation de ce matin? Non, la formation, en fait, elle va être dans notre rencontre. Après, quand on va terminer l'enregistrement, vous allez pouvoir la voir dans notre rencontre sur Teams, là, dans l'historique, ou je ne sais pas trop comment l'appeler là, pour vous l'expliquer, mais dans la conversation de ce matin, vous allez voir l'enregistrement quand nous, on va l'arrêter. Parfait, merci. Puis, au besoin, on pourra vous la faire parvenir. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire à Bourse. Là, ça s'adresse à tout le monde en passant. Je vais passer à M. Jean-Sébastien Mercier. Merci, Marielle. Merci. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Super. Bonjour, merci pour la formation. Donc, mon nom est Jean-Sébastien Mercier. Je suis dans l'équipe du recrutement étudiant à l'IHQ. J'ai seulement 2 questions pour vous. Bonjour. Oui. Pour revenir au test de langue, là, je comprends que c'est nous qui déterminons les critères, le niveau, etc. Est-ce qu'on peut aussi choisir le test? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que vous avez un test maison que vous utilisez, c'est ça? Pas de test maison, mais par contre, dans ceux que vous avez mentionnés, il y en a un qui, en fait, était absent et je me demande s'il est pertinent pour vous. C'est le test Bright, qui peut être fait en ligne. Oui, le Bright Language, que nous, en fait, c'est une très bonne question à laquelle je crois que je vais pousser plus loin pour vous répondre par courriel, si vous êtes d'accord, parce que nous, maintenant, c'est un test qu'on est en mesure d'utiliser pour certains élèves, pour certains centres, dans le cadre de l'accompagnement régulier Québec Métiers d'avenir. Mais pour les bourses, effectivement, c'est la première fois qu'on me pose la question. Fait que je veux m'assurer que ça fonctionne dans les normes puis qu'on est capable de l'ajouter. Mais ouais. je vais vous répondre par courriel si ça vous convient. Avec grand plaisir, parce qu'en ce moment, avec la COVID-19, il y a tellement de complications que clairement, nous, on met de l'avant le Bright comme il est disponible en ligne. Il fonctionne bien. Je sais que le SRAM l'accepte également. Donc, oui, effectivement. Puis en fait, ça me fait faire un peu le parallèle avec nous, un test qu'on a mis en place avec la commission, le Centre de services scolaires, de Sherbrooke. On a mis en place un test qu'eux utilisaient déjà, le TFL, qui se fait en ligne. Par contre, dans le cadre du concours de bourse d'excellence, on n'est pas en mesure de l'utiliser parce que l'élève doit être inscrit à nos services pour ensuite payer les frais et là, être dirigé vers le Centre de services scolaires de Sherbrooke pour passer le test. Fait que je crains un peu que ce soit, si le Bright Language est accepté, il faudrait qu'on change peut-être la configuration puis permettre à l'élève, au moment où il s'inscrit aux bourses, de savoir qu'il peut le faire. Mm-hmm. Puis là, il faudrait qu'il soit dans les délais pour avoir ses résultats, faire le test, puis ensuite pouvoir le déposer dans son dossier. Je trouve que ce serait vraiment, j'adorerais pouvoir vous donner une réponse positive parce que je trouverais ça vraiment intéressant. Puis simplifié pour les élèves, en fait, surtout en temps de COVID actuellement. Là, ça serait vraiment bien qu'on puisse le faire, mais je vous reviens par courriel. Parfait, parfait. Deuxième question et la dernière. Oui. On a une formation ici à l'ITHQ qui compose tant un DEP et une ASP au sein d'un même programme. Est-ce que c'est admissible? C'est tout à fait admissible. C'est quoi le DEP plus ASP? C'est service de la restauration et sommellerie. Et sommellerie, il n'y a pas de problème. Si vous voulez nous les offrir jumelés ensemble, parfait. Ça peut être offert aussi séparé. Tu sais, si vous acceptez qu'un élève choisisse uniquement service de la restauration, ça peut être une option aussi. Ah, vous ne le faites pas? Bon, on le fait juste jumelé. Oui, mais il n'y a aucun problème de l'offrir en jumelé. Oui. Super. Merci beaucoup. Ça va être presque une nouveauté si c'est le cas. En fait, on ne l'a pas eu souvent, je pense, le jumelé. Là. Fait que ça serait intéressant, oui. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Enchantée. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Nadia, bon matin, Nadia. Bonjour, Amélie. Bonjour. Bonjour. Question dans la base de données. Je pense que j'étais un petit peu trop enthousiaste quand j'ai rempli mes formations pour la bourse. Mais là, j'aimerais savoir, j'aimerais ça en enlever une, mais je ne suis pas capable. Bon, bien, il n'y a pas de problème. Tu peux tout simplement écrire à l'adresse bourse.
Ah, d'accord. Puis, ce sera probablement Sébastien qui va aller la retirer, juste en lui mentionnant laquelle tu aimerais retirer. Puis, ce sera fait de notre côté, puis Sébastien pourra te le confirmer. Pas plus compliqué que ça. OK, on n'était pas capable nous-mêmes, là, il faut penser, OK. Je ne crois pas parce que je pense qu'en ouvrant la possibilité d'aller en ajouter puis en supprimer, je pense que ça devenait compliqué. Je crois que la question s'est posée, par contre. On voulait que ce soit possible de le faire, mais je pense que ça devenait compliqué là, à un moment donné, couper l'accès pour pas que les formations soient retirées quand le concours va ouvrir officiellement. D'accord. Je pense qu'il y avait des enjeux là, à ce niveau-là, mais oui, juste à nous écrire pour la retirer. OK, merci. Tant qu'il en reste d'autres. Oh oui. Parfait. Super. Merci. Est-ce qu'il y avait, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois que non, il n'y avait que 3 mains levées. Il est 10h05. Alors, je pense que je vais juste vous partager la dernière page. J'ai été retournée ici. Juste pour que vous ayez peut-être la chance de prendre l'adresse bourse avec un S à commercial éducation-internationale.com. Pour toute question, n'hésitez pas à nous appeler. Et je le répète, si vous attendiez la présentation d'aujourd'hui pour inscrire vos formations, ajouter votre offre de formation, bien, j'espère que vous avez eu l'information nécessaire là, pour le faire. Mais toute question que vous ayez, écrivez-nous à Bourse. Ça nous fera plaisir à moi, Gabrielle ou Justine là, de vous répondre et Sébastien pour des trucs plus techniques et programmation. Ça nous fera plaisir là, de vous répondre. Fait que ça m'a fait plaisir d'être avec vous en virtuel. En réel, on n'aurait pas pu créer ce webinaire-là, alors c'est quand même bien que vous soyez là. Par contre, j'aurais aimé vous voir plus. En fait, là, certains d'entre vous que j'ai déjà rencontrés en vrai, peut-être lors des colloques, je pense à Emmanuela, à Carole. Bon, je vite, là, je fais un petit tour, Maggie aussi. Il y en a peut-être que j'ai vu d'entre vous par rencontre Teams dans la dernière année particulière. Mais ça me fait plaisir qu'il y ait eu plusieurs participants ce matin, là, puis que le webinaire ait suscité de l'intérêt puis des questions. Alors, c'est ça, c'était un bonheur d'être avec vous ce matin. Alors, je souhaite qu'on puisse vous revoir prochainement dans un futur colloque. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de votre participation. Merci d'être venu. Merci. Merci pour vos beaux applaudissements. Merci, merci.